Bonjour et bienvenue à tous pour une table ronde dédiée aux captives. Longtemps considérées comme un outil fiable de financement et d'atténuation des risques, les captives se révèlent en ces temps de crise comme un levier précieux de résilience pour les entreprises. Captives, nouvelle stratégie de résilience pour l'entreprise, tel est donc l'intitulé de la table ronde que nous avons choisie avec nos invités que je vais vous présenter tout de suite. Alors autour de la table, nous avons Marine Charbonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Captive et Programmes internationaux Europe chez AXA XL. En face de vous, Élise Ganem, bonjour. Bonjour. Vous êtes International Employee Benefit Manager AXA Group, pour AXA Group, c'est ça? Je me suis pas Exactement. En face de vous, Damien Aleput. Bonjour. Je crois que j'ai bien prononcé. Très bien. Vous êtes directeur régional Europe continentale chez Maxis GBN. Alors Maxis Global Benefit Network, c'est ça, une entreprise internationale cofondée par MetLife et AXA, et vous êtes spécialiste de la protection sociale. Très bien. Et puis en face de vous, dernier invité, Étienne Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur 2RS France, 2RS pour Risk and Reinsurance Solutions, une filiale de CIACI Saint-Honoré, leader européen en courtage et conseil en gestion des risques en assurance. Alors, je vous ai présenté, mais je vous rappelle que cette table ronde est interactive. Vous pouvez commenter ou poser vos questions via la bulle en bas à droite de votre écran, ou vous allez sur Slido avec le code Captive, comme indiqué sur votre écran, et nous aurons un temps d'échange en fin de table ronde. Nous allons donc voir avec nos invités comment les captives sont une alternative flexible et efficace à l'assurance traditionnelle, notamment dans le contexte actuel. Voilà pour l'introduction. On va commencer par faire un constat et je m'adresse à vous, Marine. Quels sont vos constats, vos enseignements au niveau risque dans ce contexte de pandémie qui dure? Oui, on est bien d'accord. La pandémie et ses conséquences ont touché beaucoup d'entreprises. On a beaucoup parlé de l'impact en ce qu'on appelle perte d'exploitation sans dommage pour le secteur du tourisme, pour l'aviation, l'aéronautique. C'est effectivement une des conséquences. Il y a eu aussi des conséquences de mesures de prévention pour faire fonctionner l'entreprise dans les meilleures conditions, pour les salariés, les clients, les fournisseurs éventuellement. Il y a eu aussi des conséquences sur ce qu'on appelle la supply chain, au niveau des fournisseurs, au niveau des transporteurs, des conséquences aussi en aval sur les clients, qui reboote sur le sujet de la perte d'exploitation, d'ailleurs sans dommage, et éventuellement même des coûts de remise en cause du business model et d'adaptation pour éviter d'avoir des impacts trop significatifs sur l'activité. Donc plein de coûts. beaucoup de coûts. Ce qui est notable aussi, c'est que cette pandémie, c'est un risque nouveau qu'on avait très peu vu émerger, qui était peu identifié dans les cartographies, même à titre de menace. Donc, peu anticipé, ça veut dire que des mesures de prévention, de résilience opérationnelle, de plan de continuité d'activité, par exemple, n'avaient pas été mis en place, d'où la violence du choc, d'ailleurs, sur l'activité de nos clients. Voilà. Et tout ça, bien sûr, n'était pas assuré. Très peu assuré. Damien, avec la crise sanitaire, le rôle des programmes prévoyance et santé en particulier ont été au centre des préoccupations des ressources humaines des entreprises, j'imagine. Oui, absolument. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces programmes de prévoyance et des frais de santé, en fait, représentent un élément tangible d'un engagement que l'entreprise a vis-à-vis de l'ensemble de ses collaborateurs. Et comme Marine, en plus, normalement, cet engagement, il est inscrit dans un cadre d'une politique, je dirais, sociétale de l'entreprise. Et comme Marine a dit, cette crise sanitaire, il a mis en exergue une vague d'anxiété énorme au sein des entreprises parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, qui n'était pas du tout anticipé. Et dès lors, ils se sont posé la question de dire, est-ce que l'ensemble, je souligne bien, l'ensemble de nos employés sont couverts correctement vis-à-vis de ces risques-là? Et s'ils le sont, est-ce qu'ils le sont à un niveau digne et fiable? Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à cette anxiété, il s'est ajouté une frustration, la frustration de ne pas avoir des informations centralisées
permettant de répondre effectivement à cette question-là. Donc du coup, effectivement, des responsables de rémunération ou des risques sociaux ainsi que des directeurs des ressources humaines ont travaillé très très lourdement au cours de ces 12 derniers mois. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais racontez-nous, expliquez-nous quels sont ces efforts et quelles ont été les évolutions, parce qu'en un an, les choses ont quand même un petit peu avancé. Effectivement. Alors, c'est vrai que la crise a fait émerger de la part des collaborateurs un besoin plus important de protection. Les collaborateurs ont clairement le besoin d'être rassurés sur leur couverture santé et leur protection sociale au sens large. Et donc, du côté des DRH, il y a cette nécessité de les accompagner davantage, de plus les accompagner, peut-être de mieux les accompagner dans la traversée de cette pandémie. Clairement, les dispositifs de protection sociale des entreprises, donc la couverture médicale, la prévoyance, les programmes de bien-être, traditionnellement étaient considérés plutôt comme annexes ou secondaire versus la rémunération, qui est le grand sujet, évidemment, pour à la fois pour les DRH et puis pour les collaborateurs. Mais aujourd'hui, ces sujets-là sont vraiment sont apparus comme des préoccupations majeures pour les collaborateurs. Et en tant que DRH, il faut clairement y répondre et savoir rassurer les collaborateurs sur ces sujets-là. On a pu constater deux grandes évolutions, je dirais, en très peu de temps. Tout d'abord, c'est le fait, évidemment, que les programmes de protection sociale sont davantage valorisés au niveau des entreprises et aux yeux des collaborateurs, et que le besoin des collaborateurs ne porte plus seulement sur les besoins, le socle de base, je dirais, c'est-à-dire le fait d'avoir une couverture santé, une prévoyance, un programme de retraite, mais le besoin, il porte maintenant sur l'ensemble de l'écosystème de la protection sociale, et il y a clairement un besoin exprimé de plus de services, et donc plus d'accompagnement de la part des DRH. Finalement, les collaborateurs, c'est un client sont des clients comme les autres. Et justement, chez AXA, quelles sont les solutions que vous avez mises en place? Alors, on a mis en place chez AXA des solutions à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau local, nos entités ont très vite déployé des dispositifs d'accompagnement pour les collaborateurs, par exemple des lignes d'écoute psychologique, puisqu'on sait que la santé mentale, c'est un des gros sujets qui a émergé suite à la pandémie. La mise en place également de programmes d'accompagnement sur des sujets ergonomie, en lien avec le télétravail massif et prolongé, l'organisation de journées de santé, de tout un dispositif vraiment que les entités ont pu mettre en place très rapidement après les premiers confinements. Et au niveau du groupe, on travaillait déjà depuis quelques mois sur l'élaboration d'un programme global en santé et bien-être. Alors évidemment, la crise a accéléré la mise en place de ce programme qui porte sur la santé et le bien-être en 360 degrés, c'est-à-dire de la prévention, soutien en cas de maladie, et l'aide, la facilitation de l'accès aux soins pour nos collaborateurs. Donc je dirais que pour un groupe comme AXA, qui est traditionnellement décentralisé, finalement la crise elle a accéléré l'harmonisation de la réflexion sur les dispositifs de protection sociale. Et sur toutes les hypothèses possibles, allant même jusqu'à, j'imagine, la question du décès, parce qu'avec la pandémie et toutes les personnes qui décèdent, on est tous marqués. Tout à fait, absolument. Voilà. Damien, alors, vous qui êtes spécialiste en prévoyance santé internationale, cette tendance, vous l'observez dans la stratégie de tous vos clients Oui, globalement, tout à fait. Donc après, dès qu'il y a eu le confinement en mars 2020, il y a eu effectivement un vent de panique, comme je disais, lié à cette anxiété. Mais après, par la suite, il y a eu trois grandes tendances qui se sont alignées. Donc il y a eu une accalmie et trois grandes tendances. La première, effectivement, la mise en place des socles minimaux de prévoyance. Okay. Le deuxième, ça a été harmoniser, là où on pouvait harmoniser. Et troisième grande tendance, tout le développement, effectivement, des programmes de bien-être. Tout le monde travaille dessus. Je dirais qu'en tout cas, oui, c'est les grandes tendances et les principales réflexions qui sont faites à ces sujets-là. Ouais. Alors, s'il fallait tirer un enseignement de cette crise, Élise, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, plusieurs enseignements. Tout d'abord, je pense que
la plupart des entreprises, on s'est rendu compte que l'entreprise était devenue un lieu de prévention, le premier lieu de prévention et d'accès aux soins pour les collaborateurs. Et ça, c'est vraiment une transformation de la vision de l'entreprise. Et ça s'est vraiment révélé vrai dans beaucoup d'entreprises. Ça, c'est un premier enseignement qu'on peut tirer de la crise. Au niveau RH, comme le disait Damian, la nécessité d'avoir une vision harmonisée, globalisée de notre protection sociale, tout en ayant un impératif de flexibilité dans l'approche, pour prendre en compte les spécificités locales, en termes de régulation, d'approche culturelle, etc. La crise, elle a également accéléré l'introduction et le besoin de nouvelles garanties, nouveaux services, et évidemment à travers des outils de plus en plus digitalisés. Ça, c'est également une transformation aussi de nos métiers, clairement. Donc voici un certain nombre d'enseignements et de modifications qu'on a pu observer. Je dirais que au-delà de ces enseignements-là, la réflexion qu'on a pu avoir au sein de nos entreprises, c'est finalement comment rassurer et protéger le mieux possible nos collaborateurs dans un environnement incertain. Voilà, on a bien compris que vous avez énormément travaillé sur ces questions dans ce contexte de pandémie. Donc, de nouveaux besoins sont apparus et aujourd'hui, on est là pour ça, les captives, on le vend en poupe. Est-ce que, face au durcissement du marché, on observe un intérêt grandissant des entreprises sur ces questions-là, est-ce que les captives, créer une captive au sein des organisations, au sein des entreprises, c'est quelque chose qui se développe et pourquoi on explique ce phénomène de développement de projets de captives, Marine? Alors, d'abord sur le constat, effectivement, en tant qu'assureur, on a vu des implications de captives de manière importante sur les grands programmes dommages, responsabilité civile, donc assez classiques. On a vu aussi des interventions plus récentes sur des programmes de type transport, voire risque politique, construction même. Et bien entendu, les extensions de garantie, donc pour compléter ce que les assureurs peuvent proposer en transfert traditionnel. Donc ça, c'est vraiment notable. Ce qu'on a aussi constaté, donc ça, c'était les captives existantes. Qui sont plus impliquées, et c'est de manière significative. Et on a aussi accompagné de nouvelles captives qui donc là vont participer souvent pour commencer dans des programmes plus traditionnels. Et les raisons, pourquoi? Pour optimiser les négociations des programmes d'assurance. C'est-à-dire qu'elles vont se positionner sur les premiers risques au-dessus des franchises pour gérer la rétention du groupe et permettre d'avoir de meilleures conditions, principalement tarifaires, surtout pour commencer. Ça peut être aussi pour avoir des garanties plus larges et éventuellement des capacités aussi qui correspondent aux besoins de l'exposition de l'entreprise. Les capacités se sont durcies, les primes se sont aussi durcies dans le contexte du marché actuel, pas uniquement lié à la pandémie d'ailleurs, mais il y a eu quand même peut-être une accélération. Exactement, puisque l'ensemble du système a été affecté par la pandémie. Donc, vos clients sont de plus en plus, j'imagine, impliqués. Et quel accompagnement vous proposez chez AXA? Alors, l'accompagnement, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de préparation du renouvellement ou de la nouvelle souscription qui implique une écoute, une compréhension. Donc l'accompagnement, c'est d'abord ça, pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise et de ses conseils au mieux sur l'ensemble des conditions, qui vont être les conditions d'une part pour la captive en tant que telle, mais aussi pour l'ensemble du programme. D'accord. Damian, on parlait de durcissement du marché. Aujourd'hui, chez Maxis, vous constatez qu'il y a un durcissement également. Vous êtes OK, comme pour l'IARD, ou pas? Déjà, indépendamment de l'effet crise sanitaire, il faut avoir en tête que l'inflation médicale, donc c'est-à-dire globalement et en moyenne, est de l'ordre de 8 à 10% par an, ce qui représente quand même un budget non négligeable pour les grandes entreprises.
Maintenant, il serait aussi très hasardeux de ma part de dire quel va être l'impact du Covid sur les renouvellements, notamment aux frais de santé, parce qu'à mon avis, il est déjà encore trop tôt pour en savoir. Ceci étant dit, il va y avoir deux grandes tendances. Et là, je reprends une expression d'Élise, donc désolé. Il va y avoir un effet boomerang, déjà dans un premier temps, parce qu'effectivement, il y a énormément de traitements et des interventions chirurgicales qui devaient avoir lieu en 2020, qui n'ont pas eu lieu simplement par une peur de contamination au milieu hospitalier, mais qui vont apparaître après en 2021, probablement en 2022. Et la deuxième tendance, effectivement, qu'il va y avoir un élargissement des garanties et des bénéfices. On parle effectivement, Elise en a fait part, de la santé mentale et la santé physique. Oui, donc, ça continue à croître, il faut maîtriser tous ces coûts. Absolument. Voilà. Justement, ces coûts qui représentent des sommes assez importantes pour les multinationales, vous, qu'est-ce que vous avez pu observer au niveau des avantages sociaux en santé et prévoyance sur tous ces programmes depuis le début de la crise, Élise? Alors, ce qu'on a pu observer sur 2020, c'est globalement une baisse de la sinistralité sur les plans médicaux, parce que comme le disait Damian, il y a eu un certain nombre d'opérations déprogrammées, l'impossibilité tout simplement de se rendre chez le médecin, une prise de relais des téléconsultations, et on sait que le taux de délivrance d'une ordonnance après une téléconsultation est plus faible qu'une consultation classique, donc ça a un effet aussi sur les frais sur les frais médicaux. Donc cette baisse de sinistralité, on la voit également sur les plans de prévoyance, puisque pas d'opération, c'est pas d'arrêt de travail derrière, pas de trajet domicile-travail, c'est moins d'accidents de travail également. Donc cette diminution sur 2020 de la sinistralité, elle se voit à la fois sur les plans médicaux et sur les plans de prévoyance. En revanche, on s'attend, comme le disait Damian, à un effet boomerang, dans la mesure où clairement on mesure, et on commence à mesurer aujourd'hui l'impact des différents confinements, du télétravail massif, du manque d'interaction sociale sur la santé mentale des collaborateurs et de la population en général. Donc ça aura un impact sur leur santé, et pas uniquement sur la santé mentale, puisqu'on sait que la santé mentale, de la santé mentale découle également la santé en général. Également, toutes ces pathologies qui n'ont pas pu être traitées en 2020 ou pas pu être dépistées en 2020 vont malheureusement pour certaines d'entre elles s'aggraver, et lorsqu'elles seront traitées, ou si elles sont traitées sur 2021, on risque d'avoir du coup un impact sur les plans de santé et également sur les plans de donc il faut prévoyance. faire particulièrement attention, et on a des risques à venir assez importants. Alors, cher Étienne, je viens à vous. Il y a des questions qui sont posées, je les vois apparaître. On va les traiter juste après, sauf si on me dit en régie qu'on peut les poser tout de suite. Mais tout à l'heure, Marine parlait du travail et de l'accompagnement que pouvait faire AXA autour des captives. Elle parlait du rôle du courtier, du travail avec les courtiers, du travail avec la captive. Quel est le rôle du courtier aujourd'hui auprès des clients et des assureurs ? Alors, je pense que pour définir le rôle du courtier, tout d'abord, on peut partir d'un constat chez nos clients, qui est qu'aujourd'hui, il y a relativement peu de captives françaises qui souscrivent des garanties assurance de personnes. C'est très différent du paysage anglo-saxon, dans lequel, si vous allez aux États-Unis ou même au Royaume-Uni, la plupart des captives souscrivent ce type de garantie. Alors, la tendance est en train d'évoluer, clairement, parmi nos clients. On a de plus en plus d'études et de mise en place de programmes d'assurance de personnes dans des captives. Alors le rôle du courtier ici, il est double. D'une part, c'est un rôle d'analyse des données pour pouvoir mettre en place des structures de programmes d'assurance avec les captives, sachant qu'ici on a un véritable challenge, c'est-à-dire que accéder aux données sur ces programmes, c'est une gageure, c'est difficile, on a différents pays, on n'a pas toujours des données disponibles, donc il faut déjà aller chercher les données. Donc ici le courtier a évidemment un rôle à jouer, et puis ensuite il a un rôle à jouer dans l'analyse de ces données avec différents outils qui sont des outils d'analyse de la sinistralité, d'analyse actuarielle,
assez classique. Alors souvent dans les mises en place de captives, on s'appuie aussi justement pour accéder plus facilement à ces données, on s'appuie sur des pools. Donc les pools sur les assurances de personnes, je rappelle que ce sont des mécanismes de réassurance qui sont appuyés sur un assureur et qui permettent de verser un dividende en cas de résultat positif à la fin de l'année. Donc ça tombe bien parce que c'est aussi l'objectif d'une captive d'internaliser ce résultat. Donc très souvent ça se couple de façon assez efficace avec la mise en place d'un pool. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est un rôle classique du courtier de négociation et de placement, et puis ensuite de déploiement des programmes, notamment à l'international. Voilà, un double rôle technique et de conseil et de négociation et d'accompagnement. Alors, ces captives, dans quelle mesure elles viennent renforcer la résilience d'une entreprise marine? Alors, elle le renforce à plusieurs niveaux. Elle le renforce d'abord parce que c'est un outil qui permet de mieux, comme l'a dit Étienne, et qui permet de mieux comprendre le risque. Donc ça, c'est important pour s'adapter, prendre les meilleures décisions, de mieux comprendre l'exposition en tant que telle. Donc là, c'est un outil de résilience important. C'est un outil de résilience parce que c'est aussi un outil qui est très adaptatif. Donc en fonction de la stratégie de l'entreprise, de ses objectifs par rapport à ses programmes, par rapport à ses besoins de visibilité, elle va s'adapter. Elle peut aussi s'adapter, donc là, sur les programmes traditionnels pour les meilleures négociations, mais aussi sur ces nouveaux risques que sont notamment les expositions qu'on vit aujourd'hui, l'événement éventuellement pandémie. Donc là, il y a vraiment une fonction résilience importante. Et puis on peut même utiliser la captive pour participer à cette visibilité sur le risque, à des cartographies, à des mesures de prévention. Et là, ça complète l'ensemble du dispositif d'adaptation dans les meilleures conditions à une situation critique. Alors, un rôle dynamique, adaptatif. Étienne, vous êtes d'accord? Vous rajouteriez quoi comme avantage de la captive? Concernant la résilience, effectivement, on en a déjà parlé. Et le ministre Bruno Le Maire avait utilisé le terme de provision pour résilience en disant d'ailleurs que cette provision pour résilience, on pourrait éventuellement la placer dans des captives en France. Donc on verra. Il y a aujourd'hui une possible évolution de la réglementation sur les captives en France pour tenir compte de cette fameuse résilience, bien évidemment. Donc évidemment, tout ce qu'a rappelé Marine sur l'impact de la crise. Il y avait eu d'ailleurs la crise des gilets jaunes avant qui avait impacté les captives déjà, et certaines captives s'étaient mises en ordre de marche pour pouvoir couvrir des risques, notamment de perte d'exploitation sans dommage suite à des impossibilités d'accès. Et ces polices ont pu jouer également dans le cadre de la crise du Covid. Donc cette résilience sur les assurances de personnes, dans les captives, on l'organise de deux façons essentiellement. La première façon, c'est la façon la plus simple, je dirais, c'est d'intégrer une partie du programme assurance de personnes dans la captive. Alors ça, c'est généralement, ça génère de gros volumes, notamment des gros volumes de primes, éventuellement aussi des gros volumes de sinistres sur la partie frais de santé. Donc c'est plutôt une approche qui est dédiée aux très grands groupes qui ont la surface financière suffisante pour pouvoir gérer ce type de problématique dans les captives. Et par ailleurs, ça nécessite des fonds propres importants. L'autre façon d'aborder le sujet dans les captives, c'est des rachats d'exclusion. On a parlé aussi de nouvelles garanties, notamment sur le bien-être et autres. Donc ça peut être la mise à disposition des capacités qu'a une captive, alors qui souvent est une captive qui existe, parce que généralement on lance pas un projet captive uniquement pour délivrer ce type de garantie, mais une captive qui a déjà des réserves peut être utilisée dans ce cadre-là. Et notamment, ça se met en place très souvent à travers des polices pertes pécuniaires diverses qui sont très faciles à utiliser et dans lesquelles on peut rajouter un volet de garantie qui correspond à ces rachats de garantie. Voilà, donc pas mal d'avantages. En matière d'IBI, cette résilience, elle est visible. Racontez-nous, en fait, ça a été... Damien, vous qui connaissez tout. Non, je connais pas tout, mais en fait, une grande partie a été déjà mentionnée par Étienne et Marine. Mais c'est vrai que voilà, ça a été vraiment un cas d'école. La crise sanitaire, ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est que les sociétés intégrant effectivement dans leurs captifs le risque des personnes sont celles qui ont mieux réagi, sont celles qui ont une plus grande flexibilité
par rapport à cet engagement sociétal qui avait vis-à-vis de leurs collaborateurs, parce qu'ils se sont appuyés auprès d'un certain nombre de réseaux d'assureurs, et à partir de cet appui-là, ils ont fait sauter les risques d'exclusion au niveau de la pandémie. Ils ont introduit rapidement de nouvelles garanties, la téléconsultation par exemple, et voire même ils ont augmenté les limites ou les plafonds des frais médicaux qui pouvaient y être associés. Et ça, ils l'ont fait parce qu'effectivement, déjà, ils avaient connaissance de ce risque-là, et deux, parce que voilà, c'est une volonté, une souhait de la société de pouvoir le faire. D'accord. Et concrètement, par exemple, chez AXA, quels ont été les impacts au sein de l'entreprise? Alors, sur ces sujets-là, n'ayant pas de captive au niveau du groupe AXA, l'inclusion du risque de pandémie et l'introduction de nouveaux services et ou de nouvelles garanties s'est fait au niveau des entités, en revanche avec une coordination et un pilotage au niveau du groupe AXA. D'accord. Alors, là, on vient de faire un tour de table sur les besoins, sur ce que peut représenter une captive, les avantages. Mais concernant la mise en place, la diversification des risques, selon vous, c'est une stratégie payante, Marine, ou pas? Alors pour nos clients, dans leur compréhension du risque, oui, et donc pour l'assureur également. C'est-à-dire que si l'entreprise assume plus de risques de manière volontaire, ou imposée d'ailleurs, parce qu'il y a des niveaux en deçà duquel l'assureur ne peut pas intervenir, mais le fait qu'il y ait une plus grande implication de l'entreprise dans la gestion de ces risques est très important, et c'est très factuel. La captive, elle va prendre des risques, donc elle va concentrer une volatilité, et c'est donc assumer significativement et financièrement cette prise de risque. Donc le sujet remonte d'ailleurs aux directions financières et générales. Donc le groupe assume dans sa globalité, au niveau opérationnel, jusqu'au niveau des directions générales, son implication sur le risque, avec une visibilité, avec des décisions en cohérence avec ce qu'ils peuvent voir au niveau de la captive en tant que telle. Donc la diversification, elle est forcément favorable à une bonne compréhension de la qualité du risk management par les assureurs, clairement. D'accord. Donc c'est intéressant, mais au niveau technique et financier, ça se passe comment? Quelles sont les options possibles? Alors, là, je m'adresse aux courtiers. Il y a deux grandes options possibles, clairement. La première, c'est d'utiliser une captive pour souscrire ces risques-là, une captive qui existe déjà. Et donc nos clients vont avoir deux types de souscriptions, à la fois des risques IARD classiques et des risques assurance de personnes. Donc l'avantage, c'est bien sûr de pouvoir mutualiser ces différents risques au sein d'un même véhicule. Mais je dirais l'inconvénient, c'est l'avantage. C'est-à-dire que l'inconvénient, c'est justement qu'on mutualise ces risques dans un même véhicule, et certains groupes, alors là pour le coup, de la même façon que ce qu'on décrivait juste avant sur l'utilisation des captifs pour les programmes d'assurance de personnes, certains groupes qui ont la surface financière suffisante utilisent deux véhicules séparés de façon à gérer de façon complètement séparée et cloisonnée les programmes d'assurance de personnes d'un côté et les risques IRD de l'autre. D'accord. Et là, il y a des inconvénients aussi? Alors, les inconvénients, c'est que évidemment, on est obligé de créer deux structures et de capitaliser deux structures sans possibilité de mutualisation. Donc, d'où la surface financière minimum qu'il faut avoir. Damien, vous, chez Maxis, vous accompagnez les multinationales dans l'intégration des risques IBI, dans la captive. Comment vous faites? Expliquez-nous. Nous, on va intervenir à partir du moment où le véhicule est créé. Ouais. Okay. Et donc, de façon très similaire à ce que Marine disait, on va les accompagner via un travail d'équipe aussi. Donc, c'est-à-dire qui va être essentiellement piloté par 3 personnes, donc un trinôme. Déjà un souscripteur attitré, qui va permettre effectivement de vérifier la bonne cohérence de l'ensemble des polices qui doivent rentrer au sein de la captive au niveau local. Il va y avoir ce qu'on appelle un key exécutif qui va être en tout cas en charge de développer la relation et la bonne cohérence du plan d'action qui a été décidé entre, d'une part, effectivement, l'entreprise, le réseau assureur, ainsi que le courtier. Et la troisième personne, c'est ce qu'on appelle un Key Account Manager qui va essentiellement coordonner l'ensemble. Okay.
À cela, on va rajouter effectivement la mise en place des rapports trimestriels, donc ils vont permettre à l'entreprise effectivement de voir l'ensemble des programmes, comment est-ce qu'ils rentrent au fur et à mesure de la captive, donc voilà, les niveaux des provisions, des primes, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très ennuyant. Et finalement, le tout aussi est accompagné par un système effectivement comme on appelle des rapports médicaux, donc c'est-à-dire des rapports qui sont quand même très pointus et qui permettent à une entreprise de bien comprendre, de faire un diagnostic sur d'où proviennent les sources de consommation médicale, au sein de son entreprise, pour ensuite effectivement prendre des actions de prévoyance via effectivement tous les plans de bien-être. Voilà. D'accord. Donc voilà, il y a une offre de services intégrée et puis après tout un travail d'équipe qui est très important en amont et pendant. Quelles peuvent être les difficultés dans la prise en charge de Libye dans une captive? Alors les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, il y a une difficulté qui est liée au fait que le risk manager, le directeur des assurances et le directeur des ressources humaines ne travaillent pas nécessairement tous les jours sur des projets communs. Ça, c'est un vrai projet commun opérationnel d'intégrer les assurances de personnes dans une captive. Donc ça nécessite de parler le même langage, y compris au niveau du vocabulaire. Parfois, il peut y avoir des malentendus tout simplement liés à l'utilisation de mêmes termes pour désigner des choses différentes. Donc ça, c'est très concret et c'est vraiment parler le même langage pour arriver à bon port. La deuxième difficulté, c'est une difficulté qui est également liée aux techniques, c'est-à-dire que pour mettre en place ce type de garantie dans les captives, il faut avoir un agrément éventuellement en vie si on souscrit des garanties d'essai en réassurance, donc ça veut dire avoir un nouvel agrément, et puis on en a parlé, il faut avoir aussi un niveau de fonds propres potentiellement important. Alors pour arriver à capitaliser la captive suffisamment et pouvoir commencer à souscrire sur des programmes importants, parfois on capitalise une captive, parfois on rachète une captive. On a des clients qui par exemple ont mis en place ce type de garantie assez ambitieuse en rachetant une captive avec un escompte sur la captive qui est rachetée. Donc ça c'est un vrai avantage. Un vrai avantage financier également. Et puis ensuite, il y a simplement aussi un problème politique au sein du groupe, c'est-à-dire que cette captive, elle va recevoir des primes qui vont correspondre à des cotisations payées par des salariés pour leur garantie prévoyance santé. Elle va conserver ces primes et ces primes vont rentrer in fine dans ses réserves s'il n'y a pas de sinistre en face. Les réserves qui sont constituées par la captive, elles sont ensuite utilisables comme réserves pour souscrire comme une société de réassurance. Donc éventuellement sur d'autres risques. Donc ça veut dire qu'il faut bien baliser le schéma au départ pour qu'il n'y ait pas ce type de conflit d'intérêts potentiel. Voilà. Alors, donc, je me posais une question sur les difficultés. À chaque fois, il nous a apporté des solutions. Merci. Quand on parle de captives, il y a aujourd'hui une croissance au niveau international, si j'ai bien compris, des captives exclusivement dédiées aux avantages sociaux dans les entreprises. Pourquoi? Alors, il y a une croissance correcte et les raisons sont différentes en fonction du marché dans lequel on l'analyse. Ici en Europe, je dirais que la raison principale de cette accélération est essentiellement liée à une envie de diversifier les risques au sein de la captive et aussi avec un objectif de maîtriser les coûts qui y sont associés. Par contre, si on regarde dans les marchés anglo-saxons, la raison est complètement différente, comme Étienne a probablement cité. Et c'est un marché mûr déjà. Donc effectivement, cette optimisation, cette maîtrise de coûts, elle existe. Et donc la captive, elle va jouer plus un rôle d'appui sur des politiques de diversité, d'inclusion au sein de l'entreprise. Donc voilà, par la mise en place des garanties qui n'existent pas dans le marché et qui permettent effectivement de se différencier par rapport à d'autres sociétés en vue de garder le talent existant. Voilà. Des contextes différents à l'international. Et quel serait le conseil que vous donneriez à une entreprise qui a envie d'intégrer, d'avoir une captive Libye? Eh bien déjà que c'est l'étape ultime, je dirais. Okay. Ouais. L'intégration de ce genre de programme dans une captive, je dirais, il faut, comme Étienne a dit, il faut que déjà un triptyque doit exister au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un dialogue doit exister entre le gestionnaire de risque, le directeur financier et le directeur de ressources humaines. Chacun a un intérêt.
Le directeur des risques, lui, son objectif, ça va être de diversifier. Le directeur de ressources humaines avoir la capacité de centraliser l'ensemble des données, de l'ensemble des plans là où puisse se trouver géographiquement. Et finalement, un directeur financier, il va trouver son intérêt parce qu'il va jouir d'économies d'échelle. Mais pour pouvoir intégrer ça dans un ensemble harmonieux, il faut avoir déjà préalablement une vision de l'état de ces plans. Et la meilleure façon, effectivement, c'est éventuellement de passer par une étape intermédiaire qui est celui le pool d'assurance. Okay, il y a un mécanisme très simple de réassurance à partir duquel je vais pouvoir centraliser l'ensemble des plans auprès d'un réassureur central. À partir du moment où ce plan est mis sur place, il est souhaitable que ces dialogues commencent à avoir lieu entre ces fameux triptyques. Et ensuite, dès que la volumétrie est là et dès qu'il y a une connaissance de ces programmes au sein de l'entreprise, bien choisir son courtier, qui va bien, ça c'est important, et aussi de son réseau assureur, le réseau assureur qui va pouvoir accompagner au lancement et au développement du programme. Alors, par exemple, on parlait de courtier. Le rôle de CIACI Saint-Honoré dans l'accompagnement, la mise en place de ce type de captive, c'est quoi? Qu'est-ce que vous apportez concrètement? Alors concrètement, le projet se déroule de la façon suivante. On fait un business plan technique, donc en reprenant les différents éléments de souscription qui rentreront dans la captive, en faisant donc, éventuellement, bien entendu, plusieurs options, présenter différentes solutions. Ça va déboucher sur un business plan financier, puisque in fine, on va être capable de se projeter sur plusieurs exercices et suivant différents scénarios, on va pouvoir projeter des résultats. Ensuite, il y a une phase dépôt de dossier d'agrément, donc toute cette phase qui est une phase réglementaire dans le pays dans lequel la captive est constituée. Et puis, grâce à ça, on va déboucher éventuellement dans ce business plan sur différentes aussi solutions de protection et réassurance qui vont permettre de protéger la captive pendant ses premiers exercices de souscription. Puisqu'on a parlé de capitalisation, mais on a aussi évidemment recours au marché de la réassurance, qui est un marché qui est relativement étroit, évidemment, sur ces sujets-là, mais qui est quand même relativement opérationnel pour pouvoir dégager une partie du risque de la captive. Alors, vous parliez de réglementation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur la réglementation dans notre pays? Est-ce qu'elle est favorable aux captives ou pas? Alors, la réglementation dans notre pays, c'est Solvabilité 2 pour ce qui concerne les captives essentiellement, et donc c'est la même qu'on va retrouver dans les différents pays de l'Union européenne. Alors, si on fait un constat là encore en termes de domicile sur les captives, la plupart des captives qui souscrivent des grands programmes d'assurance de personnes aujourd'hui en Europe sont plutôt en Irlande. C'est historique parce que l'Irlande a beaucoup favorisé à partir des années 90 l'établissement des captives d'assurance. Nos clients qui utilisent leurs captives plutôt pour souscrire des compléments de garantie, des rachats d'exclusion, sont plutôt domiciliés au Luxembourg. C'est pas une règle absolue, mais quand même il y a un vrai tropisme au niveau de ces deux domiciles. Alors on verra comment est-ce que la France évoluera. Pour l'instant, il y a quelques petits rachats d'exclusion dans les captives qui sont en France et que nous gérons. Mais pour l'instant, il est évidemment trop tôt pour se prononcer, sachant qu'on attend déjà la réglementation sur les risques IRD. D'accord. Lors d'un débat le mois dernier, je crois, c'est Christophe Delcamp de la FFA qui disait que les captives étaient un outil de meilleure coordination entre assureurs, assurés et courtiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il est clair que la captive, sur ces sujets d'assurance de personnes, comme sur les risques IRD, a le même rôle à jouer. On a parlé de la souscription de grands programmes, on a parlé de rachat d'exclusion, de souscription de nouvelles garanties, d'innovation. Donc la captive a évidemment ce rôle à jouer sur les risques d'assurance de personnes comme sur l'IRD. Ensuite, il est évident que la captive, elle est au centre des relations entre, d'une part, les assurés, c'est-à-dire le groupe et ses différentes entités, ses filiales, et les assureurs et le marché de la réassurance. Donc en lien avec le gestionnaire de la captive. Donc elle a véritablement un rôle central, sachant que finalement elle permet de faire le tampon entre d'une part la capacité d'auto-assurance du groupe et son appétit au risque, et d'autre part l'appétit au risque du marché de l'assurance et de la réassurance, dont on voit qu'il évolue quand même assez fortement en ce moment. Oui, un outil, une coordination importante à avoir entre assurés, assureurs, courtiers. Quelle est selon vous la clé de cette coordination, Marine?
Alors qu'elle soit bien structurée, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, il y a un processus de décision à différents niveaux, et dans l'entreprise en tant que telle. Étienne a bien expliqué les enjeux, Damien aussi, directeur financier, directeur des assurances, directeur des ressources humaines quand on parle de Libye. Donc il y a beaucoup de monde impliqué. Au-delà, il y a même éventuellement directeur juridique, directeur fiscal. Enfin voilà, donc il y a du monde impliqué à ce niveau-là. Il y a du monde aussi. Et Damien l'a bien expliqué au niveau de l'assureur qui accompagne la captive, l'analyse crédit, l'analyse technique, la clé qui est la souscription, donc qui est le point d'entrée pour amorcer les discussions. Donc l'anticipation est très importante. Si c'est des travaux interactifs, il faut une qualité de dialogue. Et là, il y a 2 pas de temps. Il y a toute la partie travail préparatoire, donc la négociation fait partie du travail préparatoire, à la fois des conditions pour la captive en tant que telle, mais des conditions globales du programme impliqué. Il y a la préparation de la mise en place également, quand on donne les consignes au réseau de courtage, au réseau de l'assureur, aux filiales du client à partir de la date des faits, ça se prépare. Il y a des questions de budget aussi derrière. Et puis après, il y a le deuxième pas de temps qui est effectivement la mise en place opérationnelle et le suivi, donc la prestation de service de l'assureur pour le compte de la captive, dans des conditions qu'on contractualise en toute transparence en amont, pour que cette prestation réponde aux besoins et aux contraintes de la captive et de l'assureur. Voilà, je pense qu'on a fait un tour de table assez intéressant sur les captives et de leur utilité. On a promis un temps d'échange avec ceux qui nous suivent. Alors, il y a eu plusieurs questions. Alors là, j'en vois plein. On a même eu une question sur est-ce qu'il y aura un projet de loi sur les captives en 2021 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non ? On a tous des échanges assez précis sur la question. Il y a un besoin, déjà il y a une vraie demande du marché français, des entreprises françaises, d'avoir une réglementation adaptée à une prise de décision qui permette la domiciliation en France. Et il y a une vraie écoute et des vrais travaux au niveau du Trésor, donc on attend tous. Vous l'attendez tous. Il y avait une question pour vous, Élise. Quel a été l'impact de la pandémie sur votre métier ? Alors, À part que vous avez dû vous confiner et que vous voulez travailler. comme tout le monde. Non, je dirais que sur les métiers RH, tout d'abord, évidemment, on a été immédiatement et très fortement sollicité pour la mise en place du télétravail de manière massive et de manière prolongée. Alors, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça semble à peu près naturel. Il y a un an, ça l'était beaucoup moins. Et le télétravail, c'est un des dispositifs de prévention majeurs face à la pandémie aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, l'impact, il a été celui-ci. Et de manière, je dirais, un peu plus durable, comme on le disait tout à l'heure, c'est que la partie bénéfices de nos métiers, c'est-à-dire tout ce qui est garantie de couverture, couverture protection sociale, ont été positionnés sur le devant de la scène. On est traditionnellement des métiers un peu plus discrets et clairement aujourd'hui on est beaucoup plus présent, beaucoup plus actif et plus visible. Et on attend beaucoup de vous. Absolument. J'ai une question pour vous, Marine. Peut-on créer une captive from scratch de manière efficace ou faut-il en acquérir une existante ? Question stratégique. Alors, et puis quel est le coût associé en fonction des objectifs attendus ? Alors ça, le coût, c'est très difficile d'avoir une réponse générique puisque ça va beaucoup dépendre des enjeux financiers, de la complexité du risque que va prendre la captive. Sur la partie créer ou acheter, il faut qu'il y en ait à vendre déjà, qui correspondent à la taille qui permet d'eux. Mais c'est vrai que ça peut permettre de booster la mise en place d'une intervention sur un programme. La création, c'est l'alternative et c'est tout aussi efficace. Ça va dépendre aussi des enjeux financiers derrière, oui, des besoins de rétention. Alors, c'est une question pour vous deux, Étienne et Marine. C'était quel est le timing pour monter une captive ? Alors, ça dépend là aussi de la souscription. Je dirais que Marine parlait des enjeux de souscription sur création de captive versus rachat de captive.
Là, je dirais, ça dépend aussi évidemment du business plan et de l'ambition de ce business plan. Si on considère que pour faire une étude, il faut environ 2 à 3 mois, le temps de collecter les données, de les traiter, etc., etc., il faut compter environ 6 mois pour mettre en place une captive, avoir les agréments. Donc c'est un projet qui est à horizon de 8 mois environ. Donc il faut préparer le renouvellement qui vient suffisamment en avance. Et donc il y avait plusieurs questions en une, c'était donc le timing. Quel type de couverture pouvons-nous y intégrer? Peut-on y mettre des risques dont l'aléa n'existe plus? Ah non, parce que le risque, il doit être juridiquement assurable, que ce soit une captive ou un assureur traditionnel. Donc un risque est déjà survenu, pour lequel il n'y a plus d'aléas, la captive peut plus intervenir. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur quel programme c'était Sur quel type de couverture pouvons-nous Tout risque juridiquement assurable, je dirais. Après, ça va dépendre des stratégies. Oui. D'accord. Une question pour vous, Damian. Les captives se développent-elles pour les ETI? Et si oui, quels sont les développements nécessaires? Honnêtement, je n'en vois pas. Et comme Étienne disait, c'est essentiellement adressé aux grandes entreprises, grand monde national. Alors de moins en moins, c'est-à-dire que le seuil à partir duquel, si on raisonne en volume de chiffre d'affaires d'entreprises qui créent des captives, ça a énormément baissé ces dernières années, enfin ces 2 dernières années. On peut le créer à partir, plus ou moins entre 3, plutôt 5 millions d'euros peut-être, en termes de chiffres assurables. Donc voilà, on pourrait le mettre en place. Mais une fois de plus, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, l'accélération a lieu, c'est les grands groupes, quoi. Voilà. D'accord. Oui, il faut qu'il y ait des enjeux d'assurance significatifs. La taille de l'entreprise n'est pas forcément un critère prépondérant, c'est plutôt les enjeux de primes. Alors, généralement, on fixe le chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros comme étant à peu près un seuil, mais effectivement, histoire de donner un chiffre. Mais effectivement, comme on le disait, tout dépend des enjeux derrière. Nous, on a des entreprises qui sont largement en dessous d'1 milliard d'euros, qui font 300, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui créent des captives parce que, tout simplement, sur certains risques, elles ne trouvent plus de couverture sur le marché de l'assurance. Donc ça devient un véritable problème pour pouvoir continuer à développer des activités. Là, il y a quand même des questions où les gens ils sont très précises. Avez-vous une idée du minimum de fonds propres pour la création d'une captive en IARD? Alors, pour une captive de réassurance, c'est 1,2 million dans l'Union européenne. Voilà. Donc, c'est le minimum qu'il faut mobiliser. Et puis ensuite, donc ça, c'est le seuil minimum. Et après, on va aller sur des montants de fonds propres qui peuvent aller très, très au-delà de ça et qui vont dépendre du business plan et de la souscription de l'outil captif. Et moi, c'est une question très personnelle. Aujourd'hui, comment vous voyez le développement des captives en France dans les 2-3 ans qui viennent? Il y a un vrai besoin, il y a une vraie nécessité pour les entreprises, les groupes d'avoir recours à cette solution? C'est un petit peu une question ouverte à tous. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est un vrai besoin pour nos clients. On est très, très sollicité en ce moment sur le marché. On n'avait pas vu ça depuis les années 2002-2003. Encore, c'est plus fort que ces années-là. Et c'est sans doute encore plus fort en ce moment. Et donc, l'horizon de temps, effectivement, c'est un horizon de temps de 2 à 3 ans. Alors, en ce qui concerne la France, comme on l'a dit, on attend une évolution de la réglementation cette année. Il y a eu beaucoup d'allers-retours aussi avec les parties prenantes, avec les entreprises, pour pouvoir calibrer le nouveau dispositif. On verra quel sera ce nouveau dispositif. Donc on a parlé de provision pour résilience. Sans doute que ça devrait s'articuler autour de cette notion. Quelle sera la portée de cette provision? Point d'interrogation. On n'a pas de réponse pour l'instant. Et puis après, il y aura un deuxième volet à la réponse qui sera dans le projet de loi de finances de 2022, qui sera discuté en fin d'année 2021. Et qui permettra de définir comment cette provision, si elle est bien mise en place, sera déductible fiscalement. Et encore, point d'interrogation. Point d'interrogation. Ah oui, tout à fait, point d'interrogation. Je voudrais peut-être rajouter un point sur tout ce qu'on a dit, c'est que la stratégie de création ou d'implication d'une captive de manière importante
elle est vraiment sur une stratégie de durée. C'est pas effectivement, il y a des contraintes de marché aujourd'hui, de réticence d'assureurs sur certaines garanties, certaines expositions au secteur et autres. Mais et la décision de la captive, elle est pas là juste pour répondre à une problématique ponctuelle, mais elle est là sur la durée. C'est pareil pour Libye. Et ça, c'est clé dans la réflexion, dans la préparation, dans la réflexion et dans l'intégration des contraintes que vous évoquez, de fonds propres, de coûts de fonctionnement, etc. C'est clair que c'est un accompagnement du groupe sur la durée. Oui. Alors, on a une ou deux questions qui restent. Pour Damien, quelle proportion approximativement sur le marché des captives, incluant les assurances de personnes? Quelle est la proportion? Très peu. Aujourd'hui, je pense, si je ne dis pas de bêtises, on compte plus ou moins 7000 sociétés de captifs à l'heure actuelle au niveau mondial. Enfin voilà, ça c'est un chiffre qui vient du Captive Review. Et il y a à peu près un peu plus d'une centaine de captifs seulement qui intègrent des risques de personnes à l'heure actuelle. Grande partie des anglo-saxons. Là, je dirais pratiquement 80% c'est des anglo-saxons. Mais ça s'accélère, voilà. Beaucoup ici en Europe, ça s'accélère. Donc là, on arrive en fin de webinaire, de table ronde. Il y a encore 2-3 questions, mais on a déjà apporté les réponses. Je vous rappelle que vous pourrez revoir en replay cette table ronde et toutes les interventions de nos invités. J'avais envie de quand même faire un petit tour de table. On a bien compris que les captifs, c'est un formidable outil pour la résilience des entreprises. Mais si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour leur mise en place ou pour en savoir plus, qu'est-ce que vous diriez tout à chacun? Voilà. Élise. Alors, je dirais, pour reprendre l'idée développée par Marine, c'est un vrai projet. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont leur assureur et lorsqu'elles ont un besoin nouveau ou pour diverses raisons, elles peuvent être amenées à changer d'assureur, à faire des appels d'offres, à changer d'assureur. Et beaucoup de sociétés fonctionnent comme ça. Clairement, mettre au point une captive au sein de son entreprise, c'est une approche complètement différente, qui nécessite une vraie réflexion en amont avec les différentes parties prenantes dont parlait Damien tout à l'heure. Donc je pense que c'est un vrai projet qui se réfléchit en amont et puis ensuite qui doit embarquer toutes les parties prenantes. Un vrai projet. Étienne. Non, je serais pas très original par rapport à ce qui vient d'être dit. Non, mais je dirais que effectivement, ce qui est aussi important quelque part, c'est d'avoir bien en tête que la captive n'est pas un outil magique. Premièrement, que deuxièmement, c'est un outil de long terme. Quand on met en place la captive, il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiatement, surtout dans un marché qui est très compliqué. Et donc, s'il y a un message quelque part des directeurs des assurances ou des fonctions RH aux directeurs financiers, c'est que la captive ne fera pas de miracle au prochain renouvellement. En revanche, ce sera un très bon outil de risk management sur le long terme. Fabienne. Idem, je ne peux que... C'est très difficile, après tout ce qu'on a dit, de dire quelque chose de nouveau. Mais oui, donc, un très beau projet d'entreprise à long terme. Et ensuite, il faut bien réfléchir effectivement sur la stratégie et quels sont les objectifs qu'on souhaite donner à la captive. Okay. Notamment, on peut y mettre des objectifs d'avantages sociaux, de protection sociale. On peut absolument. Alors, ça va être le plus dur. Le plus dur, c'est pour vous. Oui, parce que je suis bien entendu d'accord avec tout le monde. Mais je rajouterais que les parties prenantes, l'organisation des parties prenantes qui sont nombreuses, c'est une clé du succès aussi, du bon fonctionnement, du bon positionnement et du bon fonctionnement ensuite de la captive. Le fameux travail en commun de tous les acteurs qui créent et exploitent et font fonctionner ces captives. Oui. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr suivre cette table ronde en replay. On va vous envoyer un lien, bien sûr, dans pas longtemps. Merci beaucoup et on se dit à bientôt pour une nouvelle table ronde. Au revoir. Merci. Merci.